Le Forum international de la semaine russe de l'énergie s'ouvre dans 72 heures. Un rendez-vous majeur auquel le Mali est invité. Cette rencontre est l'une des plus importantes plateformes de discussion sur les questions liées à l'énergie et au carburant. La délégation malienne est conduite par le ministre de l'économie et des finances. Les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux. Le gouvernement au chevet des blessés de l'attaque terroriste de la gendarmerie et de l'aéroport. La délégation conduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est rendue dans 3 structures hospitalières où sont admis les blessés. Acte de solidarité et de compassion pour ces braves militaires qui disent être prêts à défendre la patrie. Ouverture ce matin à la cour d'appel de Bamako du procès du dossier dit achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires. Les accusés comparaissent pour les faits de faux en écriture, usage de faux, atteinte aux biens publics, corruption, trafic d'influence et favoritisme. Garibou Pérou était à l'ouverture de cette session spéciale sur les crimes économiques et financiers. Vous aurez son compte rendu. Le rendez-vous judiciaire aborde un sujet d'actualité. Il s'agit de la violation du domicile. S'il vous est une fois arrivé de franchir le domicile de quelqu'un avec menace, retenez désormais que c'est un comportement interdit. Au Mali, le Code pénal dans son article 124 a puni les auteurs de la violation de domicile de 11 jours à 3 mois d'emprisonnement. C'est un réel plaisir de vous servir. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la transition est invité à la prochaine COP à Azerbaïdjan. L'invitation lui a été remise ce matin par l'émissaire du président azerbaïdjanais Aliyev Elchin Ambari, porteur de message, a profité pour évoquer la coopération entre le Mali et l'Azerbaïdjan. Plus de détails, je vous invite à écouter Elchin Amirbayev au micro de Mamadou Fani. Tout d'abord, je voudrais commencer par transmettre les salutations cordiales et les meilleurs vœux de la part du président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, et de la part du peuple azerbaïdjanais au peuple ami malien pour votre fête nationale le 22 septembre. Bien sûr que la raison principale de ce déplacement, c'était l'envie de notre part d'explorer d'axes de coopération entre nos deux pays dans les différents domaines sur la base des besoins des deux côtés. Donc dans 2 ans, nous allons marquer le 30e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Donc, et sachant que nous avons des bonnes coopérations dans le cadre des différentes organisations internationales, au niveau de coopération bilatérale, nous pensons qu'il y a quand même le potentiel qui peut être utilisé plus efficacement. Donc c'était le sujet d'explorer ensemble donc quels sont les domaines dans lesquels les deux pays peuvent continuer et approfondir leur coopération. Et on a quand même parlé des possibilités qui existent dans le domaine de coopération politique, mais aussi dans le domaine de l'énergie, de l'industrie minière, mais aussi en ce qui concerne l'enseignement, y compris l'enseignement professionnel. L'Azerbaïdjan a proposé aussi de transmettre ou partager son expérience dans le domaine d'amélioration de qualité des services publics, sachant que Mali actuellement préside dans la Confédération Alliance des pays du Sahel. Ça peut aussi entamer des perspectives d'interaction et coopération entre les 3 pays du Sahel et l'Azerbaïdjan. Ce sont les sujets autour desquels on a eu des premiers échanges. Bien sûr que on a parlé des visites réciproques parce que c'est la meilleure façon de continuer des échanges. Et on a aussi pensé de constituer peut-être de mécanismes des consultations régulières. C'est un outil qui existe normalement entre beaucoup de pays. Donc nous sommes très reconnaissants pour ce temps précieux qui nous a été accordé par Son Excellence Président de la Transition, et nous comptons aussi sur la présence de la République du Mali au sommet du climat de l'ONU que Bakou, Azerbaïdjan, va accueillir en mois de novembre prochain.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, accompagné par son collègue en charge de la promotion de la femme, assurant l'intérim de son collègue de la Santé et le chef d'état-major général des armées, étaient au chevet des blessés de l'attaque terroriste contre la gendarmerie et l'aéroport international. Président Modibo Keïta Sénou. Les visiteurs ont transmis à ces militaires la solidarité et la compassion du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Les blessés ont le moral au beau fixe et se disent être prêts à défendre la mère patrie, nous dit Aridou Matina. Le commandement militaire au chevet des blessés de l'attaque terroriste perpétrée le 17 septembre dernier contre l'école de gendarmerie de Faladje. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, accompagné du chef d'état-major général des armées, ainsi que Koulibaly Mariam Maïga, assurant l'intérim de la ministre de la Santé et du Développement social, rend visite aux blessés pour s'enquérir de leur santé. Sur instruction du président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, de venir rendre visite à nos blessés, et par la même veine les souhaiter prompt rétablissement à son nom, au nom du gouvernement du Mali et au nom de l'ensemble du peuple du Mali. Les blessés de l'attaque barbare, malgré leur situation, ont le moral au beau fixe. Depuis que l'incident malheureux est survenu, le personnel soignant n'a ménagé aucun effort pour la prise en charge des blessés. Le constat à tous les niveaux, d'abord les blessés sont très bien pris en charge. Nous avons constaté aussi de façon générale leur morale et nous avions apporté le message de réconfort du chef suprême des armées, de l'ensemble du gouvernement et de toute la hiérarchie militaire. Je tiens à saluer le professionnalisme, l'engagement du corps médical au niveau de toutes les structures que nous avions eu à visiter, que ce soit au niveau des structures hospitalières, que ce soit aussi au niveau des infirmeries de garnison, des structures militaires. De nos jours, la défense opérationnelle du territoire n'est pas chose aisée. Malgré la complexité de la situation, les forces armées maliennes resteront déterminées à mener la lutte contre les forces du mal. Lutter contre le terrorisme, le banditisme sous toutes ses formes, n'est pas un travail facile, mais c'est notre travail, nous devons le faire. Ce qui est arrivé ne doit pas nous démoraliser. Au contraire, ça doit encore nous donner de l'énergie, le moral, la volonté de continuer à nous battre, de continuer à protéger notre pays. J'aime bien le dire, j'aime bien chaque fois le dire, personne ne viendra faire ce travail à notre place. J'ai aussi invité les jeunes à beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'abnégation et beaucoup plus de dons de soi. Cette visite initiée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile intervient après celle effectuée par le chef d'état-major général des armées. Et suite à l'attaque des groupes armés terroristes contre l'école de gendarmerie de Faladje, l'association des cheminots retraités du Mali, l'Union parlementaire africaine, l'association pour le développement du cercle de Yorosso, l'amicale des patriotes pour la démocratie et l'égalité des chances, le Mourama, Éveil Mali, le collectif pour la défense des militaires, la confrérie nationale des Donso du Mali, l'association des sages de Niamakoro pour la patrie, SADI, l'association des retraités, EDM Somajep Somapep et l'association pour la promotion des peintres du Mali condamnent cette attaque terroriste et saluent le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Je vous l'annonçais dans les titres, le procès du dossier dit achat de l'avion présidentiel et d'équipement militaire a démarré ce matin à la cour d'appel de Bamako. Ils sont 5 placés sous mandat d'arrêt international faisant l'objet de recherche et 4 sous mandat de dépôt. Parmi les 4 placés sous mandat de dépôt figurent Boiré Fili Sissoko, l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mamadou Kamara, ancien ministre en charge de la communication et des officiers militaires. Ils comparaissent pour les faits de faux en écriture, usage de faux, atteinte aux biens publics, corruption, trafic d'influence et favoritisme. Il a été décelé une irrégularité financière de plus de 90 milliards de francs CFA. La session qui vient de démarrer s'inscrit dans le cadre de la session spéciale sur les crimes économiques et financiers. Le commentaire de la cérémonie d'ouverture avec Garibou Pérou.
À peine démarré, le procès longtemps attendu est suspendu et remis à demain mercredi pour les débats de fond. À la barre de cette affaire qui n'a que trop duré pour les proches et les avocats, comparaissent Boiré Fili Sissoko, l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mahamadou Kamara, l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Nouhoum Dabitao qui dirigeait le commissariat des armées et Moustapha Drabo de la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées. Les magistrats bourrés d'expérience vont sceller les sorts des accusés au cours de cette session spéciale hors caméra et pour avoir accès en salle, il faut montrer patte blanche. Par contre, Moustapha Ben Barka, l'ancien ministre chargé des investissements, Soumaïla Diaby, Sid Mohamed Kanyassi, les frères Amadou et Noukouma n'ont pas comparu. En pareil cas, ils seront certainement être jugés par contumace puisqu'ils sont placés sous mandat d'arrêt international à l'exception de l'ancien premier ministre Soumilou Boubé Maïga décédé. L'un comme dans l'autre, il est reproché aux accusés les détournements de fonds publics portant sur plus de 90 milliards de francs CFA dans l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires courant 2013-2014 au moment où ils avaient la gestion de ces marchés. C'est à la suite de l'enquête du bureau du vérificateur général que les poursuites ont été engagées par le pôle spécialisé avant d'être classées sans suite en droit et en opportunité sous le sceau de secret défense. Suspendu pour donner suite aux exceptions soulevées par les avocats, ce procès qui a démarré aujourd'hui pourrait enfin mettre un terme à une longue période d'incertitude pour les accusés à l'image de l'ancienne ministre de l'économie et des finances qui n'a cessé de clamer son innocence. Innocence ou culpabilité, les Maliens attendent en tous les cas la vérité se manifester au bout de ces procès. Au Mali, un enfant sur 5 est impliqué dans le travail des enfants selon les résultats d'une enquête réalisée par l'INSAT, l'Institut national de la statistique, en 2022. Une situation que combattent les responsables du programme Travail pas affaire d'enfants depuis 5 ans maintenant. Pour ces derniers, le lieu de travail de l'enfant, c'est l'école. Ils étaient réunis la semaine dernière pour évaluer l'impact du programme. Le reportage de Abibatou Koyanjakite. Le programme Travail pas affaire d'enfants s'achève après 5 années de mise en œuvre dans les régions de Sikasso et de Ségou. Financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères, le projet est né de la volonté commune du consortium ENDA Mali, syndicat national de l'éducation et de la culture, UNICEF et Save the Children. Si les SNEC et ENDA s'attellent à la création des zones libres de tout travail d'enfants et à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans 13 communes des 20, notamment à Sikasso et à Ségou, et l'UNICEF sur des aspects de plaidoyer au niveau national, Save the Children, pour sa part, est résolument engagé dans la protection et la promotion des droits des enfants dans cette commune de la région de Sikasso. Des approches complémentaires qui ont permis d'enregistrer les résultats suivants. Plus de 7000 enfants soustraits au travail infantile, plus de 2000 inscrits et qui fréquentent l'école primaire et plus de 300 adolescents extraits des zones minières et formés en entrepreneuriat. Nous, au Parlement des enfants, réitérons un appel à une action continue, à une vigilance accrue et surtout à une collaboration entre toutes les parties prenantes pour que le travail des enfants ne soit plus une réalité dans notre pays. On a déjà eu des résultats, certes. Moi, je pense qu'il y a non seulement l'État qui est toujours là avec sa politique en la matière, sur lesquels on peut compter. Également, il y a aussi l'éventualité de voir avec d'autres partenaires financiers. Les bonnes volontés sont ainsi sollicitées pour continuer à faire entendre la voix des enfants. Je peux vous affirmer que les hautes autorités de notre pays sont résolument engagés à vaincre le fléau. Je vous annonce que très prochainement, le Mali se dotera d'un nouveau plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants par thème 2 pour les 5 années à venir. De l'espoir pour les coordinateurs du programme de voir perdurer les acquis. La première édition de la Journée mondiale de la langue soniquée, c'est la célébrée demain, 25 septembre 2024.
Le thème retenu est le soninké à l'ère du numérique. La langue soninké devient ainsi la deuxième langue africaine à bénéficier d'une journée mondiale adoptée par l'UNESCO. Plusieurs pays en Afrique en partagent la langue, à savoir la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. La dite journée permet de promouvoir cette langue qui constitue un facteur d'intégration. À cette occasion, je vous invite à suivre la synthèse du discours du ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sissavané, avec Fademba Keïta. Le soninké, une de nos langues officielles, devient depuis octobre 2023 deuxième langue africaine internationale après le swahili par l'UNESCO. Demain, 25 septembre, première édition de la journée internationale de la langue soninké a pour thème international le soninké à l'ère du numérique. Son adoption s'inscrit dans l'élan des autorités de la transition et résolument engagée à la valorisation continue de nos langues, notamment celles devenues officielles dans la Constitution du 22 juillet 2023. La célébration de cette première édition de la Journée internationale de la langue soninké donne l'opportunité au ministre de l'Éducation nationale de saluer la décision et d'indiquer que cette décision rencontre les priorités du gouvernement du Mali et du peuple malien. Priorité à faire de nos langues nationales des langues écrites et scientifiquement utilisées au niveau national et international. Il confirme l'engagement des plus hautes autorités de la transition de valoriser nos différentes langues. Kai, région à prédominance soninké, est retenue par l'association culturelle soninké du Mali pour vivre les festivités de cette première édition. À cette occasion, des activités artistiques et culturelles seront menées pour valoriser les produits de l'artisanat, les arts et différentes expertises issues du génie créatif soninké. Des conférences, débats et des échanges d'expériences scientifiques, universitaires se tiendront également. Le ministère de l'Éducation nationale, par ma voix, encourage l'association culturelle soninké du Mali pour ses efforts inlassables et l'engagement constant de ses membres et sympathisants pour la promotion de la langue soninké. Occasion alors pour le ministre d'inviter tous les Maliens à multiplier des initiatives qui vont dans le sens de la promotion et de la valorisation de nos langues. Surtout qu'elles sont non seulement source d'enracinement, mais aussi vecteurs de notre identité, de notre culture. Nous restons avec le ministre de l'Éducation nationale qui a présidé le jeudi dernier la clôture des activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation. C'était à Muntugula, dans le cercle de Kati, le reportage de Daouda Kone. Muntugula, dans le cercle de Kati, est reconnu pour son engagement dans la mise en œuvre des activités planifiées par les centres d'alphabétisation, a accueilli la cérémonie de clôture des activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le choix de cette commune rurale n'est donc pas fortuit. La tenue à Muntugula de ce rendez-vous national consacré à l'alphabétisation traduit la reconnaissance des efforts entrepris par le ministère de l'Éducation, les partenaires techniques et financiers, la Fondation Strom, les autorités communales et l'ONG AMSS pour relever les défis de l'alphabétisation dans notre pays. Le Mali fait partie par ailleurs des pays qui se sont dotés des ministères de l'Éducation dont l'alphabétisation est un volet essentiel et cela nous permet de réduire les taux d'analphabétisme qui étaient plus élevés il y a encore quelques années de cela. Lancée le 12 septembre 2024, la Journée internationale de l'alphabétisation est un moyen pour faire la vulgarisation des langues à travers la communication et l'information sur l'importance et la pertinence de prendre en compte les langues nationales dans le développement du Mali. L'école malienne doit profiter de notre effort à tous. Ce que nous le faisons pour nos enfants. Nous le faisons pour ceux qui demain auront la tâche de conduire les affaires du Mali. Donc aucun sacrifice d'où qu'ils viennent
n'est de trop. Il faut que nous nous investissions avec force, avec conviction, avec détermination dans cette œuvre de salut national. La cérémonie a été marquée par la remise d'un chihuahua au maire de la commune de Muntugula pour tout ce qu'il a accompli en faveur de l'alphabétisation et des langues nationales. Nous parlons toujours d'éducation avec cette bonne nouvelle. Le Mali abritera dans 2 mois la 39e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes PRED couplés à l'atelier en assurance qualité de l'enseignement supérieur du CAMES. En prélude à ce rendez-vous, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé la semaine dernière un protocole d'accord pour l'organisation des 2 événements. Le ministre a saisi l'opportunité pour réitérer la disponibilité du gouvernement à faire de ces rencontres une véritable réussite. On en sait davantage avec Seydou Traoré. C'est par une signature du protocole d'accord que le ministre en charge de l'enseignement supérieur et le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES s'engagent dans l'organisation de la 39e session du PRED à Bamako. Il s'agit du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes couplé à l'atelier assurance qualité. Pour raison de Covid-19, les précédentes sessions du PRED étaient organisées en vidéoconférence, donc la rencontre de Bamako renoue avec le présidentiel. Établi et mise en œuvre depuis 1972, le PRED est le plus ancien programme statutaire du CAMES. Depuis lors, 13 ateliers de formation à l'assurance qualité ont été organisés en prélude aux commissions d'accréditation du PRED. Le protocole d'accord entre le gouvernement du Mali et le CAMES traduit la volonté des autorités maliennes pour l'excellence académique au service du développement. Une opportunité pour le ministre de réaffirmer la volonté du Mali à gagner le pari de l'organisation. Nous voudrions remercier les CAMES d'avoir fait confiance au Mali et remercions les présidents de la transition, chef de l'État, pour nous avoir donné son appui et nous avoir autorisé à procéder à la signature de cet accord et à l'organisation de cet événement en novembre 2024. Donc pour le Mali, cela a un sens particulier. Cela montre bien toute la volonté du gouvernement à faire participer nos institutions d'enseignement supérieur de manière très active. Les sessions du PRED sont des activités statutaires du CAMES qui se tiennent chaque année pour faire le point de l'organisation. Et cet autre communiqué, le ministère de l'Éducation nationale rappelle à la communauté éducative que la rentrée des classes est maintenue au 1er octobre 2024. Et en image, le débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a démarré ce jour à New York. Jusqu'au 30 septembre, les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation des États membres s'exprimeront depuis la tribune des Nations Unies pour donner leur vision sur les questions internationales. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, fera une intervention au nom du Mali le 28 septembre 2024. Voilà, 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Une délégation ministérielle de haut niveau, conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, se rend à partir de ce mardi à Moscou, à l'invitation de la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom. Notre pays prendra part pour la 2e fois consécutive à la semaine russe de l'énergie. Cette rencontre est l'une des plus importantes plateformes de discussion sur les questions liées à l'énergie et au carburant. La délégation malienne profitera de l'occasion pour faire avec la partie russe le point des différents engagements pris dans divers domaines de coopération. Les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Tchedje Moussa Kamara.
Les présidents du Mali et de la Fédération de Russie ont fixé le cap en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg lors du sommet Russie-Afrique. Les deux parties ont convenu notamment de hisser leurs relations économiques au niveau des excellentes relations politiques. Depuis, l'axe Bamako-Moscou n'a cessé de se consolider à travers des visites de délégations de haut niveau. Après l'édition 2023, notre pays est invité cette année aussi à prendre part à la Semaine russe de l'énergie. Il s'agit d'un des principaux événements internationaux sur les tendances actuelles dans le développement du complexe moderne des carburants et de l'énergie, un événement d'importance stratégique pour notre pays. Cet événement est extrêmement important. Il nous permet non seulement de nous enquérir de l'expérience russe, de comprendre aujourd'hui les enjeux de l'énergie dans le monde, surtout avec les dernières crises que nous connaissons aujourd'hui, toutes choses qui font que le prix de l'énergie risque d'être très élevé, et de nous rendre compte également de l'importance du domaine énergétique dans tout le développement. La coopération entre le Mali et la Russie en matière d'énergie n'a cessé de se développer depuis la participation de notre pays à la Semaine russe de l'énergie édition 2023. En effet, en mars 2024, au cours du Forum international sur l'énergie atomique tenu à Sochi, le Mali s'est engagé avec la société Rosatom sur une feuille de route relative à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques avec en projet la construction dans notre pays de 4 centrales nucléaires d'une puissance de 50 MW chacune. Feuille de route suivie en juillet dernier par la signature par les deux parties ici à Bamako de 3 mémorandums d'entente dans le domaine du nucléaire à la faveur d'une visite au Mali d'une délégation du géant russe du nucléaire. Aujourd'hui, nous commençons ces travaux pour pouvoir, en année 30, si cette décision est prise par votre président, nous serons prêts à lancer ce projet. Mais pour sortir de la crise énergétique que traverse le Mali, Maliens et Russes ont décidé dans un premier temps de mettre un accent particulier sur les énergies renouvelables. C'est ainsi qu'a vu le jour le projet de centrale solaire de Sanankourouba dont la première pierre a été posée en mai dernier. Sa construction est confiée à la société Novawind, filiale de l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom. Je voudrais saluer l'engagement constant de la Fédération de Russie aux côtés du peuple malien en cette période difficile. Et la réalisation de cette nouvelle centrale est la preuve éloquente de l'excellence de notre partenariat. En plus de la centrale solaire photovoltaïque de Sanankourouba, les projets énergétiques en cours avec la Russie concernent une autre centrale prévue cette fois-ci à Bougouni. Si l'énergie sera bel et bien au cœur de la visite de la délégation de haut niveau, cette dernière ne manquera sans doute pas de faire un tour d'horizon de l'ensemble des dossiers en instance avec le partenaire russe. Prospection et exploitation minière, approvisionnement du pays en produits stratégiques, relance du trafic ferroviaire, transport aérien, technologie spatiale sont entre autres domaines concernés. En tout, une douzaine de mémorandums d'entente unissent les deux parties depuis les premières négociations tenues en octobre 2023. Nous restons à l'extérieur du pays et direction la Chine qui ouvre un nouvel espace pour promouvoir les produits africains. C'est dans le cadre de la 8e exposition internationale de la route de la voie ouverte à Shanxi, une tribune d'échange et de commerce à laquelle le Mali est représenté par son ambassade à Beijing. Notre pays expose son potentiel dans le domaine de l'artisanat. On fait le point avec notre envoyé spécial, Bourama Traori. C'est une journée ordinaire à Xi'an, capitale des Shanxi, située à l'ouest de la Chine, mais une destination privilégiée du jour, un centre commercial qui abrite la 8e exposition internationale de la route de la soie. Le Mali y participe à travers son ambassade à Beijing. Daouda Diarra mène une opération de séduction auprès du public chinois. Je compte vraiment présenter beaucoup sur notre artisanal. Comme vous voyez, les Chinois ne connaissent pas beaucoup, c'est pas comme en Europe. Et donc, sur les occasions, nous, on l'explique et aussi les faire connaître, en espérant qu'on peut aussi accélérer dans le marché chinois dans les jours à venir. Quand je dis c'est pas comme les Européens, et tu vas rencontrer beaucoup d'Européens, ils ont déjà vu ça, où il y a beaucoup de gens qui vendent ça sur leur pays. Mais précisément en Chine, je peux te dire, je ne connais aucun magasin qui représente le produit original africain, je dis bien original africain. Dans le stand Mali, des produits divers et variés sont proposés à la clientèle. Des sacs à main, des tissus traditionnels,
des objets de parure et bien d'autres. Comme le Mali, une trentaine d'autres pays exposent leur savoir-faire dans les domaines tels que l'alimentation, l'agriculture, l'habillement et l'industrie. Cette exposition commerciale ouvre davantage le marché chinois aux produits africains. Nous espérons continuer à renforcer la communication politique. La coordination des politiques est une garantie importante pour l'initiative La scène vers la route. Et deuxième point, nous espérons continuer à renforcer la connectivité de nos installations. La Chine est disposée à travailler avec les pays riverains pour accélérer les grands projets existants en cours de construction sur la base d'une concentration active sur la terre, la mer, le ciel et la connectivité en ligne. 4 jours pour échanger, exposer et vendre, le tout soutenu par une animation non-stop, comme pour dire le commerce et la culture font bon ménage. Nous ouvrons une fenêtre sur les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali. Les sages de Ségou ont organisé ce dimanche un meeting de soutien aux autorités de la Confédération des États du Sahel. Au cours de cette rencontre, les organisateurs ont magnifié les efforts fournis par les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger au profit des peuples respectifs. Nous irons aussi au stade municipal de Kidal où les festivités se sont terminées en beauté. On fait le point avec Kandesila et Idrissa Djibrila Maïga. À travers ce meeting qui a mobilisé la population ségovienne dans toutes ses composantes, les sages de Ségou entendent magnifier la célébration du 22 septembre à travers un soutien aux autorités de la transition et de façon générale à la Confédération des États du Sahel. Un meeting marqué par plusieurs discours. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec force que des 10 héritiers du président Modibo Keïta ont réalisé son rêve en débarrassant notre pays de la domination néocoloniale. Ces 10 héritiers, en l'occurrence le colonel Assimi Goïta et ses compagnons de la transition, ont posé des actes historiques dans tous les domaines de la nation. La cérémonie a été également marquée par la remise des attestations de reconnaissance à des radios et à des personnalités. Parmi les récipiendaires, on note leur thème à travers son directeur général Hassan Baba Djombele et la DIRPA. Cette distinction, c'est un réconfort. C'est un encouragement à l'endroit de tous les agents de l'ORTM à plus de travail bien fait. Ça veut dire que déjà les efforts qu'on est en train de fournir sont appréciés par les populations. Donc c'est à nous de redoubler d'efforts. La fête a été vraiment magnifiée par les sages de Ségou. Anniversaire à l'accession de notre pays à l'indépendance. Un appel vivant à la population à soutenir la transition et les pays de l'AES. Il invite alors à la nouvelle génération que le renouveau du Mali passe forcément par des actions concrètes et le don de soi. Deuxième partie des festivités du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale a pris fin au stade municipal de Kidal. Au menu, le jeu des œufs, le jeu des sacs ou le saut du kangourou, la pièce de théâtre sur la paix, un poème dédié au gouverneur de région, les Tende et Ekanzam qui sont des chansons culturelles et traditionnelles, démonstration des arts martiaux, le match de football a bouclé la boucle des activités. Un match qui a vu une opposition de l'équipe des femmes face à celle des civils. À la fin du temps réglementaire, les civils l'emportent par le score minimum de 1-0 dans une ambiance de grand jour. Des impressions de grande satisfaction d'abord. La fête a été très belle. Tous les peuples de la ville sont sortis comme vous l'avez vu. Et ça a été la joie, l'allégresse et puis voilà. Je crois que tout le monde est content d'avoir fêté, de s'être retrouvé d'abord et de retrouver cette fête qui a disparu depuis tant d'années, n'est-ce pas, de nos rues. Hier soir, on a fait la retraite au flambeau qui n'avait pas été fait depuis combien de décennies. Et voilà, je crois que tout le monde est content. Voilà. J'ai tenu vraiment, ça a fait une très bonne fête pendant toute la journée, dès matin au soir. Ça s'est passé, tout le monde est mobilisé. C'est Kidal qui gagne, c'est Kidal qui a gagné dans tout. Par la grâce de Dieu, le 22 septembre 2024 s'est bien déroulé à Kidal, dans la paix, la joie et l'allégresse, sans aucun incident enregistré.
À présent, voyons avec nos différents reporters la célébration de cette fête à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est avec Mohamed Lamine Maïga, Mamoutou Dante, Inaba et Suleiman Sidibé. Plusieurs activités ont marqué la cérémonie de la fête de l'indépendance du Mali, notamment la montée des drapeaux avec les pionniers et l'association des femmes leaders de la région du Ménéka. L'association des jeunes femmes leaders ont également rendu un hommage aux femmes, les forces armées maliennes, à travers un sketch et des poèmes. Mali, terre de courage et de vaillance. C'est vraiment une satisfaction parce que ça me rappelle des moments de paix, de jouissance, de solidarité et de cohésion sociale. Je suis vraiment très satisfait parce que je vois tout le monde aujourd'hui au terrain, je vois toute la région aussi, toutes les autorités, les femmes, les jeunes, les politiques, tout le monde est là. Intitulé le tournoi de la souveraineté retrouvée, le sport est indiqué comme facteur de cohésion sociale. Le chef de l'exécutif régional a aussi exprimé le soutien aux femmes et leurs partenaires. La jeunesse a dit tout son soutien aux autorités maliennes. Cette coupe-là, c'est notre indépendance, parce que c'est le Mali, toujours le Mali. Et aujourd'hui, le Mali est en train de faire du merveille avec ces deux pays frères, comme le Niger et le Burkina, et le trois dans ce qu'on appelle l'AES. Vive l'AES, l'État des États du Sahel. Le match a opposé l'équipe de Ménéka à celle de Andra Boukan. Pour le chef de l'exécutif régional, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. C'est le Mali et la région de Ménéka qui gagnent en ce 64e anniversaire de l'indépendance du Mali. Les 9 communes et villages du cercle de Kangaba ont célébré les festivités du 22 septembre avec ferveur et enthousiasme et surtout dans un esprit de cohésion sociale et de paix entre les peuples du Manding. Ce 64e anniversaire du Mali est placé sous le signe du soutien aux forces armées et de sécurité au Manding. Les responsables du Manding ont félicité les autorités du pays pour leur dévouement à tenir le Mali sur le chemin du développement dans une souveraineté retrouvée. C'est l'occasion pour moi d'adresser au nom des populations du cercle de Kangaba les sincères remerciements au président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta. Je lance un vibrant hommage aux populations du cercle de Kangaba à continuer à œuvrer inlassablement à soutenir par tous les moyens, quelles que soient les circonstances, les forces et de défense ici présent à Kangaba. À la place de la préfecture, l'événement a tenu toutes ses promesses avec le folklore du Manding, les défilés des jeunes, des associations et des forces armées et de sécurité avec plus d'engagement. Je peux que remercier nos ressortissants. Vous avez tout de suite vous-même, tout le monde est sur pied. Donc on a vraiment fêté la fête et ça a été un éclat. Vraiment, nous remercions nos autorités qui sont là actuellement. Avec cette élan de patriotisme, cette envie de retour à la source, à nos valeurs ancestrales, pourquoi ne pas croire à un nouveau Mali. Nous rendons un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité pour sécurisation permanente de nos communes. Le préfet du cercle de Kangaba invite les jeunes et tous les ressortissants du cercle à s'investir davantage pour le développement du Manding dans un Mali uni et prospère. Après les douloureux événements survenus en 2023 entre le village de Tomboula et celui de Danka dans la commune de Nougan, les jeunes de ces deux localités ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Ils ont organisé ensemble la fête du 22 septembre à Tomboula, commune de Nougan, cercle de Kangaba. Cet événement vise à créer un espace de retrouvailles et de réconciliation entre les habitants des différents villages de la commune. Cette année, on a organisé le 22 septembre à Tomboula ici. C'est pas que Tomboula est devant nous tous, mais c'est pour la cohésion, pour qu'on puisse prendre les mains ensemble. Vraiment, nos parents qui sont à la maison, vraiment, je demande toutes les bénédictions. Mon message est que ils avaient commencé déjà un cadre de concertation. Ils faisaient la rotation entre les villages. Que cela continue.
La cérémonie a enregistré la présence d'une forte délégation guinéenne et burkinabé. Cette initiative citoyenne a pour but de sensibiliser et d'encourager d'autres communautés à s'engager dans des actions similaires, vu la tension qui existait entre les populations de ces zones aurifères. La commune a bénéficié du soutien financier de la société Bagama Mining. Bagama est une société minière, un partenaire de la commune rurale de Nouga. Donc nous sommes obligés, tout ce qui peut amener la stabilité, la paix et la cohésion sociale, c'est ça notre objectif, c'est ça notre souci. Donc à chaque fois que la jeunesse nous envoie des requêtes comme ça, nous les encourageons, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan matériel ou sur le plan conseil, nous sommes prêts à les accompagner. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, je dirais même de satisfaction. Parce que quand ça brûle chez toi, tu n'as pas de sommeil. Moi, je suis satisfait. Je suis entièrement satisfait de la journée d'aujourd'hui. Conscient que l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse, les jeunes des villages de Nouga ont décidé désormais d'emprunter la route du développement de leur contrée. Les Maliens vivant en Algérie ne sont pas restés en marge des festivités du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali, célébré le dimanche 22 septembre 2024. Ils se sont mobilisés autour de l'ambassadeur du Mali à Alger pour magnifier cette fête nationale de notre pays. Occasion pour l'ambassadeur Maïga de rappeler l'historique du 22 septembre à ses compatriotes vivant en Algérie. C'est le lieu de rendre hommage à nos martyrs, notamment le président Modibo Keïta. On ne cesserait jamais de l'appeler. Et ses compagnons de lutte qui ont vaillamment conduit le Mali à la souveraineté nationale et internationale. Même exercice au Congo-Brazzaville où les Maliens se sont retrouvés pour célébrer non seulement le 22 septembre, mais aussi la Semaine nationale de la réconciliation tenue du 15 au 21 septembre. Les sinistrés se comptent par milliers et les dégâts sont énormes, allant de pertes en vie humaine à des dégâts matériels inestimables. Il s'agit donc au cours de cette semaine d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de ceux-là qui ont perdu la vie lors de ces inondations, apporter assistance aux victimes dans les 3 pays par des dons en vivres, en matériel et surtout susciter une forte mobilisation en guise de solidarité en leur faveur. Le président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation a eu des échanges avec les membres de la Cour suprême et les sages de la Cour constitutionnelle. Ousmane Issoufi Maïga et la délégation qui l'accompagne ont fait le point des activités déjà menées et sollicité l'accompagnement des 4e et 5e institutions du pays. Ces derniers ont salué la démarche et ont formulé des recommandations afin d'aboutir à un document consensuel pour la stabilité du Mali. Le reportage de Khadija Toukone. L'avant-projet de la Charte nationale de la paix et de la réconciliation nationale présenté à la Cour suprême. Le but, expliquer le contenu du document et recueillir les remarques et préoccupations de la plus haute juridiction du pays. Après les mots de bienvenue du président de l'institution, place aux échanges entre les deux parties. Que faut-il faire? Et c'est pourquoi nous sommes venus chez vous. Votre point de vue en tant que haut magistrat sur le mot qui a été utilisé, une paix durable. Comment cette paix, est-ce qu'elle existe déjà? Est-ce qu'il y a une paix au Mali aujourd'hui? Pour qu'elle soit durable, comment l'améliorer si elle existe? Dans quel contexte nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous suggéreriez à ce que la charte prenne en charge sur les concepts de paix et de sécurité? Les débats ont essentiellement tourné autour de la corruption, la sécurité et la justice. Les participants sont tous unanimes sur la richesse des échanges qui traduit la nécessité et la pertinence de telles rencontres. Cela en vue d'aboutir à une paix durable et définitive et dans l'intérêt des Maliens. En tout cas, au niveau de la Cour suprême, nous avons pris conscience justement de tous les problèmes, de toutes les difficultés que rencontre justement la justice. Et nous sommes en train d'œuvrer pour que, en tout cas, pour garantir aux citoyens justement une bonne justice. Mais il y a
des problèmes justement de ressources humaines, des problèmes de ressources humaines de qualité. Tout comme nous pensons que la vision de la charte est celle d'une nation réconciliée, refondée, tolérante, respectueuse de son passé et confiante en son avenir, reposant sur une gouvernance démocratique, juste et équitable. C'est dans ce haut lieu-là qu'on peut mieux exprimer ces concepts. Deuxième étape de cette visite à la Cour constitutionnelle. Le même exercice est adopté par les membres de la Commission nationale de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Réfléchissez et proposez-nous un papier. Et nous avons eu raison de venir à la Cour constitutionnelle. Tant mieux. Et nous sommes très heureux de venir à vos côtés et d'écouter tout ce que vous avez dit. Et nous savons que la norme supérieure du Mali, pour les lois, c'est la Constitution. Mais quelle est la situation de notre pays présentement? Moi, c'est ça ma préoccupation. En raison du rôle qu'elle joue dans la stabilisation de la démocratie constitutionnelle et le renforcement de l'État, la Cour constitutionnelle mérite d'être mieux connue par les gouvernants et gouvernée selon son président. En tout cas, pour que cette charte-là, elle puisse être certainement, nous souhaitons, la dernière. Qu'elle soit la charte de la vérité, qu'elle soit la charte de la démocratie, la charte de la prospérité. Et que toutes les insuffisances qui ont été constatées par les différentes forces vives de la nation puissent trouver des débuts de solutions. Tout comme à la Cour suprême, les échanges sont suivis là aussi avec attention par le ministre en charge de la refondation de l'État. Quelle est la valeur juridique, quel est l'acte juridique qui va consacrer la charte ou sous quel format ça va être utilisé par les pouvoirs publics? Je pense que c'est une question qui est posée et qui doit être résolue. Et sur ce point, je pense que la Cour constitutionnelle saura conseiller à bon escient qui de droit pour que cela soit fait. Mais d'ores déjà, nous en sortons bien réconfortés et je vais rapporter à qui de droit les points qui ont été soulevés et pour qu'on suive ce processus jusqu'à la fin et que ce soit la dernière charte pour la paix et la réconciliation au Mali. Ce document, une fois bouclé, servira de boussole pour toutes les activités et toute initiative pour une paix au Mali. Les présidents des deux institutions n'ont pas manqué d'exprimer des mots de soutien et d'encouragement à l'endroit de Ousmane Issoufi Maïga et son équipe. Présentement, nous sommes à Dia, dans la région de Mopti, où les fidèles musulmans célèbrent chaque année Mauloud, naissance et baptême du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Et au programme cette année, des séances de prière et de bénédiction pour la paix et la cohésion nationale. Kassim Diallo pour plus de détails. Dans le cadre de la célébration du Mauloud 2024, les leaders religieux du village de Dia, dans la région de Mopti, ont organisé des séances de lecture du Saint-Coran et des prêches ainsi que des prières pour la paix et la stabilité au Mali. Des prêcheurs ont surtout véhiculé des messages de paix, de pardon, de tolérance et du vivre ensemble. La semaine du Mauloud offre l'opportunité aux fidèles musulmans de Dia, en tête le chef du village Al-Mam Ibrahim Kourij, pour faire des bénédictions pour le Mali et un don de sang en faveur des femmes. Priez pour nous, pour moi, pour ma famille, pour Dia et pour le Mali. Les contraintes qui nous sont imposées pour des personnes malveillantes, que jamais ils ne réussissent à briser l'élan de développement qui a été amorcé depuis ces dernières années. Les dons de sang, c'est un acte qui peut sauver des vies. Ça permet de sauver des enfants, des adultes, nos mamans, nos parents, qui peuvent bénéficier de ces sangs-là. Mais actuellement, là où nous sommes, vraiment, on remercie Dia par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour les dons de sang. La fête du Mauloud à Dia est marquée également par plusieurs activités religieuses, à savoir la traditionnelle ziara au cimetière de Dia, une initiative que les habitants souhaitent pérenniser dans les villages.
Devoir de mémoire et de recueillement sur les tombes des jeunes du mouvement citoyen morts dans un accident de circulation il y a exactement 18 ans. Accident qui a causé la mort de 26 personnes, dont 22 jeunes du mouvement. La cérémonie de recueillement a eu lieu hier au cimetière de Hamdalaï. Un moment chargé d'émotion, nous dit Tchemoro Konaté. Seulement 4 rescapés, les autres reposant pour l'éternité ici au cimetière d'Hamdalaï. L'événement tragique remonte au 23 septembre 2006. Un car transportant des jeunes du mouvement citoyen revenant de la cérémonie d'ouverture du pont de Wabaria à Gao a fait un accident. C'était aux environs de 20 h entre San et Ségou, plongeant les parents, amis et collaborateurs dans une consternation indescriptible. Devoir de mémoire, leurs camarades d'alors procèdent à cette cérémonie de recueillement sur leur tombe ce 23 septembre. Nous avons perdu 22 de nos camarades, le chauffeur du car, le car qui a heurté notre car, et là aussi le chauffeur et 2 autres sont tombés. Donc les 26 sont enterrés ici. C'était des jeunes. Alors en tant que président du réseau des jeunes des partis politiques du Mali, je ne pouvais rester en marge. Il fallait aussi être là. Il s'agit d'une tradition bien en place que la jeunesse du mouvement citoyen perpétue depuis 18 ans. Tradition élargie au père fondateur du mouvement, le général Amadou Toumani Touré, qui nous a quittés en novembre 2020. Amadou Koïta et ses compagnons nourrissent l'espoir des Mali unis, apaisés et prospères. Pour rappel, ils sont pour la circonstance accompagnés des parents, des camarades, tous priant pour le repos éternel de l'âme des disparus. Il n'est pas rare de voir dans le voisinage ou même au-delà certaines personnes s'introduire et de se maintenir chez autrui sans son accord, proliférant souvent menaces et injures. En droit, cela s'appelle la violation de domicile. S'il vous est une fois arrivé de franchir le domicile de quelqu'un avec menace, retenez désormais que c'est un comportement interdit. Notre code pénal, dans son article 124, a puni les auteurs de la violation de domicile de 11 jours à 3 mois d'emprisonnement. Tout citoyen, donc victime de violation de domicile, peut porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie qui transmettront la dite plainte au procureur de la République. Voyons avec Garibou Pérou et Tchédje Kamara dans la chronique judiciaire. Domicile, commerce, restaurants, parcs à bétail, garages et bien d'autres domaines privés sont protégés. Ils sont juridiquement et judiciairement protégés par le code pénal et la Constitution. Puisque protégés, ils demeurent donc de ces points de vue des espaces inviolables. La violation de domicile, donc, c'est une infraction qui est prévue par l'article 124 du code pénal. Cet article dispose que quiconque se sera introduit sans droit et à l'aide des menaces ou des violences dans le domicile d'un citoyen sera puni de 11 à 3 mois d'emprisonnement. Si le coupable est un fonctionnaire au sens du présent code, agissant hors les cas prévus par la loi, la peine sera de 11 jours à 1 an d'emprisonnement. Les juges pourront en outre prononcer l'amende de 20 000 à 120 000 francs CFA. La violation n'est pas nécessaire si l'auteur de la violation s'est introduit chez autrui dans le but de le provoquer. À partir de ces dispositions nationales se dégagent les éléments matériels, circonstanciels et intentionnels de l'infraction à l'analyse du juge d'instruction. Il y a violation de domicile lorsqu'il y a introduction d'un délinquant chez un citoyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entrer donc dans la possession, dans la demeure, dans l'habitation d'une personne sans son consentement. Et surtout aussi à l'aide de menaces ou de violences. Par menace, ça peut être par menace verbale, intimider donc le propriétaire ou l'occupant des lieux, par violence aussi, en entrant donc dans la concession, donner des coups, ou bien bousculer la personne, ou bien même en dehors de cela, escalader notamment les murs de clôture d'une personne, ou encore procéder par effraction, cela veut dire briser donc les portes d'entrée. Donc tous ces éléments-là caractérisent l'élément matériel. De l'élément matériel, c'est déduit donc l'élément intentionnel. L'élément intentionnel, c'est quoi? Pour quel but donc le délinquant est en train d'entrer dans la concession, dans les domiciles? Pourquoi le code est plus sévère avec les fonctionnaires qu'avec les citoyens ordinaires? Le fonctionnaire est un chassant, donc c'est un agent assermenté qui a reçu donc une formation d'éthique et de déontologie. C'est pour cela que le code est plus sévère au sujet donc des fonctionnaires plus que les citoyens ordinaires.
En cas de violation, les citoyens, au lieu d'obtenir la réparation par soi-même, doivent porter plainte contre le présumé auteur auprès des services compétents. Si vous parvenez à identifier la personne, vous formulez une plainte adressée au procureur de la République territorialement compétent. Après la formulation de la plainte, le procureur adresse un ST à l'unité d'enquête la plus proche pour suite à donner pour enquête, quoi. Donc, lorsque la personne sera interpellée par la police ou la gendarmerie, le PV sera déféré en retour au même procureur et c'est lui donc qui va apprécier la suite à donner. En principe, le domaine privé est inviolable. Seul par exemple l'issue menu d'un titre exécutoire ou la police judiciaire d'une autorisation spéciale peuvent pénétrer sans le consentement du propriétaire selon les dispositions nationales. Et l'actualité dans les pays de l'AES nous conduit au Burkina Faso avec cette énième tentative de déstabilisation du pouvoir. Grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité, le complot a été déjoué, nous dit Karim Bikienga. Des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Et le plan prévoit des actions violentes contre les populations civiles, des attaques contre des institutions de la République et l'infiltration de combattants terroristes. Des terroristes répartis en plusieurs groupes, avec des cibles précises, dont le palais présidentiel de Koulouba. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. Ils n'auront pas le temps de dérouler leur plan de déstabilisation contre le Burkina Faso. Le 29 août, les forces armées nigériennes mettent la main sur Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa, deux chefs terroristes. Le renseignement établit le lien entre ces derniers et le commandant Ahmed Kinda. Cet ancien chef de corps des forces spéciales se révèle être le chef des opérations. Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger. Le ministre de la Sécurité précise, les conspirateurs ont un autre plan à peaufiner le 27 septembre au Nigeria. En réponse à cet entêtement, le gouvernement prend plusieurs mesures parmi lesquelles le maintien de l'opération spéciale destinée à neutraliser tout acteur du chaos et la rétrocession des dossiers judiciarisés au service de renseignement pour une reprise des auditions. Au Niger, l'actualité, c'est la fin des travaux du Forum national des journalistes et communicateurs, un forum placé sous le thème « Quelle contribution des journalistes et communicateurs à la promotion de la paix et des droits humains dans le cadre de la mise en œuvre du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie ». Le reportage de Awa Maman et Ousmane Sani Abdou.
La mise en place d'un cadre de concertation, un communiqué final, une déclaration, des motions et des recommandations, ce sont là les résultats issus des 3 jours de travaux du Forum national des journalistes et communicateurs initié par le ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique en collaboration avec ONU Femmes et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous avez démontré à travers vos interventions que les journalistes et les communicateurs sont plus que de simples relais de l'information. Vous êtes des acteurs de la paix, des défenseurs des droits humains et des bâtisseurs de sociétés plus justes et plus inclusives. Ce forum des journalistes et communicateurs a regroupé à Niamey des participants de la capitale et des régions de Tawa et de Zender. Les échanges ont porté sur l'éthique et la déontologie, la loi sur la cybercriminalité, l'agenda femmes, paix et sécurité, ainsi que le rôle essentiel des journalistes et communicateurs dans la promotion de la paix et des droits de l'homme. Le Niger, l'Afrique, l'AES a besoin de journalistes responsables, de communicateurs responsables, qui vérifient l'information pour le bien de la population, pour la paix. Nous encourageons au niveau du gouvernement, à travers mon ministère, à ce que vous soyez responsables, que vous produisez vous-même vos contenus, que vous ne soyez plus les relais des autres, que vous n'encouragez plus les narratifs mensongers des autres, que vous créez le développement de nos pays. Les lampions se sont éteints sur le Forum national des journalistes et des communicateurs sur une note générale de satisfaction. Sport, football, l'équipe de Koulikoro gagne le trophée de la Super Coupe Assimi Goïta. Elle a battu l'équipe du CNT par le score de 1-0. En levée de rideau, le CNT s'impose face à l'équipe mixte présidence-gouvernement. Le compte-rendu de Abdul Karim Kaba. Pendant un mois, les jeunes du Mali se sont retrouvés dans la communion et la joie à l'occasion de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Cette compétition est une école de formation et un cadre privilégié pour les jeunes du Mali de se côtoyer afin de créer une complémentarité. En dépit de son caractère sportif, cette compétition est placée sous les signes de la paix, du soutien aux forces de défense et de sécurité, de la réconciliation et du vivre ensemble. Elle s'inscrit en outre dans la dynamique de la promotion de la jeunesse et du développement de la citoyenneté. C'est le lieu de rappeler que le sport est un vecteur fondamental de formation du citoyen malien et aussi un facteur d'union et de cohésion sociale, valeurs auxquelles les autorités de la transition en premier lieu, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta accorde une grande attention. Cet espace de brassage et de citoyenneté est salué et apprécié par le représentant du président de la transition. Le tournoi de football initié par le président de la transition, chef de l'État, représente une retrouvaille dans la plus grande convivialité et avec en toile de fond l'engagement renouvelé de la jeunesse et du public sportif malien. Cet engagement se consolide également à travers la forte mobilisation de soutien aux forces armées de défense et de sécurité, engagées et déterminées à éradiquer définitivement les forces du mal. Pour la finale, CNT est face à Koulikoro. Cérémonie protocolaire et le coup d'envoi symbolique, c'est parti pour la finale. Entre les deux formations, le match est serré et tendu. C'est pourquoi la mi-temps est bouclée à 0 but partout. Une pause mise à profit par la Commission nationale d'organisation pour des prestations d'artistes. En seconde période, même scénario. C'est à la 84e minute que Daouda Diarra libère tout Koulikoro en inscrivant l'unique but de la partie. Un sentiment de fierté. Vous savez, je ne suis pas surpris. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Parce que vu comment les joueurs de Koulikoro se sont entraînés, et comment ils ont été organisés, franchement, la victoire était vraiment rassurée. Vraiment, on était très sûr de cette victoire. Donc franchement, je remercie tous les joueurs et l'encadrement aussi. À la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, c'est la jeunesse malienne qui gagne.
C'est ainsi que des attestations de reconnaissance et de participation ont été décernées à l'ensemble des délégations et certaines personnes qui ont œuvré pour la bonne tenue de cette compétition. Tout au long du tournoi, c'est l'esprit fair play qui a prévalu, d'où la salutation du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. C'est également le lieu pour moi de féliciter tous les jeunes, l'ensemble des équipes qui ont participé à cette quatrième édition. Féliciter l'équipe de Koulikoro, l'équipe vainqueur. L'équipe du CNT également n'a pas démérité. Je voudrais ici les féliciter, les remercier très chaleureusement. Je voudrais également féliciter l'équipe de la présidence et du gouvernement qui se sont laissés battre volontairement pour laisser le CNT gagner dans le cadre du duel entre les institutions de la République. Nous savons que cette quatrième édition se tient dans un contexte positif à l'issue de la tenue du dialogue national intermalien qui a également tenu toutes ses promesses. Donc la quatrième édition de la Super Coupe Assimi Goïta ne fait que renforcer ces liens de cohésion recherchés, bien entendu, voulus par le chef de l'État lui-même pour notre population. Mais c'est également un indicateur de résilience du peuple malien, bien entendu face aux différents chocs et que nous gérons avec responsabilité. Inch'Allah que nous allons en tout cas régler définitivement. La mobilisation et l'engouement autour de cette coupe étaient exceptionnels. Surtout l'arrivée du ballon de la finale par les parachutistes. En levée des rideaux, l'équipe du CNT a battu la formation composée de la présidence et du gouvernement par 2-1. Les équipes classées 2e et 3e, plus fair play et le meilleur buteur ont été récompensés. Ainsi, Koulikoro s'adjuge le trophée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, édition 2024. Et félicitations à Koulikoro. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.